Donc, je fais une vidéo aujourd'hui pour faire une présentation sur l'espéranto. C'est quoi l'espéranto? Mais qu'est-ce que c'est que l'espéranto? C'est une sorte de serpent? Non. L'espéranto, c'est une langue construite. Il y a potentiellement plusieurs d'entre vous qui doivent savoir ce que c'est. C'est parlé à travers le monde, dans de multiples pays, par une communauté totale dans le monde qui tourne aux alentours de millions. Disons, on aurait chiffré il y a assez récemment 2 millions. Bref, c'est le chiffre qui ressort quand on en parle. Bon, je décide de faire une présentation, mais c'est pas dans le but de faire une présentation sur l'histoire de l'espéranto, ou convaincre de l'apprendre. Je ne veux pas convaincre personne de l'apprendre. Je veux juste donner comme une sorte d'introduction à la langue pour comprendre comment que la langue fonctionne et comprendre le principe clé derrière qui fait vraiment de l'espéranto une langue facile à apprendre, une langue unique en son genre aussi, qui nous fournit vraiment des outils qui nous permettent d'avancer extrêmement rapidement dans l'apprentissage. Donc c'est ça, donc je voudrais couvrir sa simplicité, l'étendue de son vocabulaire, mais disons, je vais pas être exhaustif là-dedans, mais simplement donner l'idée de son étendue. Et puis, bon. Donc, je vais démarrer tout de suite la présentation. Avec mon ordinateur, si je veux bien coopérer. Que se passe-t-il? Voilà, ok. Donc, j'ai fait une petite présentation dans un format conventionnel. Donc, on aussi bien démarrer tout de suite. Donc, ok, donc voici la table des matières. Donc, dans la première section, je veux vraiment comme donner des idées qui sont agréables à l'œil. Donc, je commence avec les nombres, parce que les nombres ont vraiment une façon de s'écrire qui donne une impression vraiment de sa structure, en fait, de la structure de la langue. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui va parler de soi-même. Donc, je commence par ça. Ensuite, je veux faire un aperçu de constructions qui sont intuitives pour donner vraiment des exemples frappants de comment c'est facile à apprendre, comment ça va vite. Puis ensuite, je vais faire des petites comparaisons avec d'autres langues, juste pour montrer vraiment comment que l'espéranto, en fait, c'est une langue qui est régulière. Bon, ensuite de ça, dans la section 2, je vais donner une idée de la base, juste comme pour formaliser un petit peu dans des tables les règles, mais c'est ultra simple, ça va vraiment vite. Et puis ensuite, processus d'apprentissage. Donc, on va juste nommer en fait justement ce dont je parlais depuis le début. C'est quoi le processus d'apprentissage qui fait que ça va tellement rapidement apprendre la langue. Ensuite de ça, je vais donner des exemples de textes plus élaborés, textes scientifiques, textes d'un roman. Donc, c'est juste 2 exemples rapides avec leur traduction. Puis, donc, dans la section 5, je parle de contenu culturel, des points d'intérêt, attractions, bref, du contenu qu'on voudrait consulter en fait parce que c'est bien beau apprendre une langue, apprendre les règles, mais éventuellement il faut consommer du contenu pour assimiler la langue. Donc, on commence dans l'introduction avec les nombres. Donc, ok,
En passant, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, j'ai apposé en haut à droite, dans mon joli thème à couleur verte, une étoile verte dans un carré blanc. En fait, c'est pas par hasard, ça constitue en fait le drapeau de la langue espéranto. Bon, fait cocasse, ou fait utile. Bref. Ok, donc les nombres. On a les nombres de 1 à 10. Donc c'est assez simple pour quelqu'un qui a une langue d'origine latine. Mais il y a certains mots qui vont sembler un peu étrangers, comme gvar, gvin. Ça fait un peu... ça semble un peu particulier. Mais donc, en fait, c'est que l'espéranto, c'est une langue qui est un mélange de langues premièrement latine, deuxièmement germanique et troisièmement des pays de l'Europe de l'Est, donc slave. Ok, donc on a le nombre de 1 à 10, ben, les chiffres en fait, donc, ou les nombres, peu importe. Donc unu, du, tri, gvar, gwin, ses, sep, ok, nau. Donc le U avec un accent, il se prononce comme un W. En fait, on va voir que dans l'alphabet, le U avec l'accent, il remplace un peu le W. Puis dec à la fin, pour 10. Pour construire 11, ben, on utilise la construction normale d'un nombre en somme arithmétique. Donc, c'est quoi la construction, là je dis normale, mais disons la construction naturelle, ben, c'est de dire 10 plus 1. Fait que ça va se caractériser dans l'écriture par l'utilisation de 10 et de 1. Et donc, ça veut dire que l'idée intuitive dès le départ, c'est de dire ben, dec unu. C'est exactement ça. Et après ça, on va avoir dec du, dec tri, dec var, dec vi, etc. Et là, si on veut construire 20, là, on va pas dire dec dec, parce que ce serait juste pas efficace, puis l'espéranto, c'est efficace. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser maintenant, en plus d'utiliser la somme, où est-ce qu'on disait dec unu, c'était 10 plus 1, ben là, on va utiliser la multiplication. Ça veut dire qu'on va dire du dec. Puis là, remarquez que j'ai mis un point. Le point, ça veut dire qu'en fait, c'est juste pour mettre l'accent sur la construction du mot, mais c'est un seul mot. Le point, il vient dire qu'en fait, il n'y a pas d'espace là. Ok, donc ensuite, on va avoir du dec unu, du dec du, etc. Puis jusqu'à ça. Donc ça, c'est assez merveilleux parce que, tu sais, en français, si on pense au français, ben, qu'est-ce qu'on a quand on a de 1 jusqu'à 10, puis après ça, on dit, ben, 11. Il vient d'où 11? T'sais? Donc, dans l'espéranto, on pige dans ce qu'on connaît déjà. Ce qui fait qu'on introduit moins de construction. Ce qui fait que on réduit en fait la difficulté d'apprentissage. On a besoin de moins de notions pour apprendre ce qu'on peut déjà apprendre, en fait, par juste la logique qu'on retrouve dans les mathématiques. Donc voilà, donc ça c'est assez cool. Là. Donc on a jusqu'à 100, puis donc là, 100, en fait, dans l'espéranto, donc il ne va pas se prononcer 100, il va se prononcer cent. Okay? Donc toutes les lettres se prononcent, et le C, ben, il ne va pas prendre la même sonorité que le S. Donc chaque lettre a une seule sonorité. Donc le C, il se prononce comme un TS. Donc ça fait TS. Donc ça fait, pour 100, ça fait cent. Donc après ça, on va avoir cent unu, cent du, cent tri, cent var, cent vin, etc. Et puis jusqu'à 1000. Fait que juste avec ça, ben, on peut lister tous les nombres de 1 jusqu'à million, en fait. Mais on le fera pas. Parce qu'on n'a pas le temps. Donc, ensuite, si je donne un exemple, 1995, comment est-ce qu'on l'écrirait? Ben, c'est assez clair. Premièrement, c'est sûr qu'on a 1000. Fait que là, on vient de retirer 1000. Maintenant, il reste 995 à dire. On va avoir 1000. Après ça, c'est assez clair. On a
On a la multiplication, on va premièrement multiplier. Donc on a le now, puis on multiplie par 100. Donc c'est now cent. Donc ça va faire 1000 now cent. Puis après ça, now dek 20. 1000 now cent, now dek 20. Donc à titre d'exemple, à quoi correspond ce titre-là? Donc des esprits aiguisés auraient sûrement déjà remarqué qu'il y a le nom d'auteur qui se trouve juste en bas du titre. Parce que oui, il s'agit d'un titre d'un livre. Et non, 1984, ben, c'est ça, 1900 Okdek Ubar. C'est un livre qui a été traduit là, en espéranto. Donc, on va voir ça dans le contenu culturel à la fin. J'ai tout listé ça. Donc ensuite, les constructions intuitives. Donc, ok. Là, j'ai fait des diapositives sur la compression du vocabulaire. En français, entre autres, on a le mot bonheur. Puis quand on veut dire le pas bonheur, mais on va dire, en fond, le malheur. Donc, on voit que mal, qui veut dire comme que c'est mal, comme en français, il vient comme il vient comme s'apparenter au mot bonheur. Okay? Parce que le mot bonheur puis malheur, ça se ressemble. Ça veut dire que peut-être que je peux appliquer ça sur d'autres mots. En fait, non. En français, on peut pas faire ça. Puis c'est là toute la beauté en fait de l'espéranto, c'est que c'est une règle fondamentale. Le mot mal, ce qu'il va vouloir dire, c'est qu'il indique l'opposé de ce qu'il préfixe. Ça veut dire que quand on a bona, là vous voyez, j'ai mis l'accent entre parenthèses en disant que c'est B-O-N suivi de la finale A. On va voir pourquoi, parce que en fait ça indique que c'est un adjectif. Donc, quand on a bona, on connaît bon. Puis à cause qu'on connaît mal, l'opposé, qui est mauvais en français, ça va être malbona. Mais tu sais, en espéranto, j'ai pas besoin d'apprendre mauvais, j'ai pas besoin d'apprendre bon séparément, en fait. J'ai juste besoin d'apprendre bon, puis je connais déjà mauvais. C'est malbona. T'sais. Donc on a la même chose avec bella, on a malbella. Mais les, ça n'a aucun rapport étymologique avec le mot beau. Mais donc en espéranto, avec le préfixe mal, on a gratuitement un nouveau mot. Donc ça, c'est quelque chose de majeur là, dans la langue là, qui fait que ça réduit vraiment la difficulté. Ok, donc finalement, on va avoir Yuna qui veut dire jeune, et Malmuna qui veut dire vieux. Bon, donc vous voyez que là, ici, en espéranto, j'ai introduit 4 racines. Puis en français, j'ai introduit 8 mots. Donc là, déjà, le double à apprendre. T'sais. Donc, bon. Ok. Donc, d'autres exemples. Donc, sekigi, qui est un verbe à l'infinitif, finit par i, ça veut dire sécher. Parce qu'en fait, le suffixe ig, il va vouloir dire qu'il change l'état. Donc, ça veut dire faire quelque chose. Et comme la racine à gauche, c'est sec, ça veut dire faire sec. C'est rendre sec, mais activement. Donc, rendre sec activement, avec la finale i qui dit que c'est un verbe, ça fait sekigi, donc ça veut dire sécher. Et ça veut dire que quand tu connais sekigi, en fait, tu connais mouiller aussi. Tu connais sécher, mais tu connais mouiller, mais ça n'a aucun rapport en français. Donc. Bref, mal sekigi pour mouiller. Puis un mot qu'on utilise beaucoup, pli, mal pli. Plus et moins. Par contre, faut pas se méprendre. Il y a aussi des synonymes. C'est pas parce qu'on a truc, mal truc, qu'il n'y a pas de mot pour dire mal truc autrement que mal truc. Non, il y a des synonymes de temps en temps, mais au moins, on a cet outil-là. Donc là, ça, c'est déjà quelque chose de cool. Ok, ensuite, des exemples rapides. On a café, qui est en espéranto, kafo. Donc là, on voit qu'il y a la finale O. En fait, tous les mots qui se nomment, on appelle ça des substantifs, tous les substantifs, ils vont tout le temps être suffixés par O. Ça, c'est le café à boire. Et aussi, on a cafeio. Cafeio. Donc, on voit le J se prononce comme en io, comme ça, comme le Y. Puis donc, il n'y aura pas de Y
dans l'alphabet. Donc caféo, c'est le café, mais c'est l'endroit. Okay? Donc là, encore là, il y a un nouveau suffixe qui a été introduit, c'est EJ. EJ, ça veut toujours dire que le mot, ce qui suit à gauche, en fait, quand on suffixe avec EJ, ça veut dire que ça, c'est un endroit. Ça fait référence à l'endroit qui est caractérisé par ce qui est à gauche. C'est quand même assez merveilleux cette affaire-là. Non? Parce que, je veux dire, vous pouvez voir un mot, puis vous pouvez potentiellement ne pas le connaître, mais vous savez que c'est un lieu. Puis donc, si vous connaissez les autres parties du mot qui se trouvent à gauche, vous pouvez construire le mot. Donc là, on arrive au procédé là, dont je parle. Là. On peut construire le mot, puis déduire son sens. C'est ça qui est merveilleux. Donc, ok, donc on a caféo. Alors ça, sano. Donc, sano, ça veut dire la santé. Ensuite, malsana. Comme on a vu à la diapositive précédente, là, le mal, ça va vouloir dire le contraire. Donc, l'adjectif relié à ça, c'est malsana. Donc c'est malade. Ok, donc là maintenant, une petite intrigue. Mais toute l'information que j'ai donnée en haut vous permet de déduire c'est quoi la signification du mot qui est là. C'est ça qui est assez merveilleux. Donc là, vous allez tenter de découvrir qu'est-ce qui veut dire malsaneo. Qu'est-ce qu'on a? On a san, qui veut dire la santé. Puis on a mal, qui veut dire le contraire de ce qui se trouve à droite. Donc ça veut dire qu'on a la maladie. Puis après, on a EJ, qui veut dire le lieu. Ok, donc ça veut dire le lieu de la maladie, genre. Puis en fait, c'est un substantif, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on peut nommer. Donc c'est le lieu de la maladie ou le lieu des malades. C'est exactement ça en fait. C'est un hôpital. C'est le lieu où vont les malades. C'est assez écœurant. Ok, donc là maintenant je présente donc le suffixe IND qui dit que le mot va présenter les conditions nécessaires à quelque chose. Bon, on va voir qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Donc premièrement, je donne la définition de né qui veut dire non. Toute la traduction, disons. Donc, dankon, merci. Donc, on remarque que dans dankon, il y a le suffixe O et le suffixe N. Le N, j'en ai pas encore parlé, mais c'est que dankon, c'est la forme courte de je vous donne mes remerciements, dans le fond. Je vous donne un merci. T'sais. Donc, bref, on dit normalement merci juste en disant dankon. Danke, donc là, le E, ça indique normalement un adverbe. Donc, ok. Donc, ensuite, miro. Miro, ça veut dire étonnement. Et donc là, maintenant, c'est là qu'on utilise ind. Mirinda. Mirinda, ça veut dire donc que mir, qui fait appel à l'étonnement, présente les conditions nécessaires à l'étonnement. Donc, qu'est-ce qui vaut la peine d'étonner, qui présente les conditions nécessaires pour étonner, c'est quelque chose de merveilleux en fait. Donc, remarquez que j'ai mis un A, donc c'est un adjectif. Donc, merveilleux, étonnant, surprenant, bon, quelque chose comme ça. Donc là maintenant, avec ces informations-là, qu'est-ce que veut dire né dankinde? Donc là, on utilise, donc j'ai mis en parenthèse en fait tout ce qu'on utilise. Donc on utilise né en haut, qui veut dire non, dank, qui veut dire remercier, ind, qui veut dire que on présente les conditions nécessaires, ou ça vaut la peine, et c'est un adverbe. Donc, ne dankinde, donc ne dank. Ne dank, ça veut dire pas de merci, pas de remerciement. IND, ça veut dire que ça présente les conditions nécessaires. Donc, ça présente les conditions nécessaires à ne pas remercier. Puis c'est un adverbe. Donc, en fait, ça veut dire pas de quoi. Ça veut dire de rien. Ça veut dire, mais en fait, plus littéralement, ça veut dire c'est pas la peine de remercier. Parce que le IND, il dit qu'on présente les conditions nécessaires. Et donc, si on le prend dans le sens dank ind, ou juste dankinde, ça voudrait dire que ça présente les conditions nécessaires à remercier, mais en fait, né dankinde, ça ne présente pas les conditions nécessaires à remercier, donc c'est pas la peine de remercier. T'sais. Ça. Donc c'est ultra logique. Là. Ensuite,
tra. Tra qui veut dire au travers. Ensuite de ça, vidi. Donc là, final i, c'est un verbe à l'infinitif. Donc vidi veut dire voir. Trapassi. Donc là, j'ai 3 composants. Tra, passe et i. Tra veut dire au travers. Passe, ça veut dire passer. Donc, ben, passer au travers. Et là, ebla. Ebla. On a eble et a. Donc, ça veut dire éventuel, possible. Et là, maintenant, on demande qu'est-ce que travidebla veut dire. Donc là, j'ai donné comme tous les éléments de réponse, encore une fois. Donc, on a tra, vide. Donc, vide, ça veut dire voir. Donc, tra, vide, voir au travers. Eble veut dire possible, éventuel. Donc, c'est possible de voir au travers. Puis là, c'est un adjectif. Parce que c'est un A. Donc, finalement, ça veut dire transparent. Ok, donc, comparaison avec les autres langues. Donc là, que signifie le mot colombier? Il y a peut-être des esprits aiguisés, là, des maîtres de la grammaire qui doivent avoir une idée de ce que c'est. Mais sérieusement, moi, j'avais pas une idée nécessairement très claire de ce que c'est. Donc, en fait, en espéranto, colombier, c'est équivalent à colombeio. Mais selon ce que j'ai montré déjà, on voit que c'est donc c'est 3 parties du mot, c'est colombe, ei et o. Mais ei, ça veut dire que c'est un lieu. Ça veut dire que, je veux dire, même, donc, admettons qu'on fait l'expérience de, encore une fois, de voir colombier comme ça, en tant que personne de langue française, j'ai pas vraiment idée de savoir si tu une personne, si tu un lieu, c'est quoi. Mais en espéranto, c'est comme ça. Puis en fait, ben, colombier, ce que ça veut dire, c'est là où les colombes, les colombes vont se percher dans le fond. C'est pour là où on élève des colombes ou des oiseaux, bref, des pigeons. Mais par comparaison, on regarde le mot pompier, ben, il y a la même finale que colombier, mais en fait, c'est pas la même chose, ça s'apparente pas à la même chose. T'sais. Tandis qu'on est certain en espéranto que quand on voit EJ, c'est un lieu. C'est ça qui est quand même cool. Par exemple en anglais, parce que l'adjectif qui se rapporte au chien. Là, j'ai mis en bleu pour le français, en rouge pour l'anglais, puis en vert pour l'espéranto. Donc, dog en anglais, en espéranto, c'est hundo. L'adjectif se rapportant au chien, c'est en anglais, c'est canine, ben canine, ou je sais pas quoi, comment ils disent. Canine. Bref, c'est canin. Mais en espéranto, tu vois, c'est juste, t'enlèves le O, puis tu mets un A. C'est hunda. T'as pas à chercher. Puis, mais en anglais, puis comme en français, c'est pas le mot français ou le mot anglais qui définit l'adjectif. C'est pas la racine française ou la racine anglaise, c'est la racine latine. Le chat, ben c'est pareil. On a chat, qui est donc l'adjectif c'est félin, feline en anglais. Feline. Cat, mais ça n'a aucun lien avec le mot cat, le mot feline ou feline. Bref, ça n'a aucun lien avec cat. Mais en espéranto, on garde le lien tout le temps. On ne peut pas te demander, c'est kato, kata. Un dernier exemple maintenant avec le mot araignée. En anglais, ça va être spider. Puis en espéranto, araneo. Mais donc, encore une fois, en espéranto, c'est simple. Ça va être, l'adjectif va être aranea. Mais, donc on s'appelle araignée puis spider. Là maintenant, on regarde en anglais, c'est quoi? Arachnoid. Ok, fait qu'un peu de pratique. Donc là, j'ai mis des phrases ici. 5 phrases. Qui normalement devraient être compréhensibles par quelqu'un qui ne parle pas l'espéranto. Ou proche d'être compréhensible. Puis je vais donner peut-être un petit indice par-ci par-là. Ok, mais ben, juste pour un dessus là. Ok, donc, en la vendejo, oni povas aceti fruktojn. Bon,
J'ai pas décomposé les mots ici, mais là, visuellement, on est capable de décomposer en disant « Ok, vendeio ». Mais en fait, c'est « vend », puis il y a « ej ». Donc c'est un lieu. Huh. Ok, quelqu'un qui n'est pas initié, il verrait ça, peut-être qu'il ne comprendrait pas. C'est possible. Mais quand même, tu vois « vend », tu te dis, ben, ça me fait penser à la vente ou... Bon, et nous, comme on sait que c'est EJ, c'est un lieu, ça veut dire vendeio, ben, c'est un magasin. Ça veut dire en la vendeio, dans le magasin, oni povas aceti, aceti. Aceti, ça ressemble pas mal à acheter. Donc, oni povas aceti, on peut acheter des fruits, fructon. En fait, fructo, ben, c'est pas mal proche en latin de fructé, je pense fructose, quelque chose qu'on peut décoder assez facilement. Ensuite, mi estis electita pro personoi de mia lando, mi estas representanto de mia popolo. Donc, mi estis electita, j'ai été choisi, en fait j'ai été élu par les gens de mon pays, pro personoi de mia lando. Et puis, mi estas representanto de mia popolo. Je suis un représentant de mon peuple. C'est assez simple pareil. Mia lando ne estas lando, ĝi estas milito. Ensuite, mia nacia lingvo estas la franca, la internacia lingvo estas la esperanta. Encore là, c'est simple. Ma langue nationale est le français, la langue internationale est l'espéranto. Ensuite, mia hundo estas tre granda, li estas tiel granda kiel mi. Mon chien est très grand, il est aussi grand que moi. Ok, c'est juste pour donner une idée comment, avec des phrases, comment c'est...